Yaorana et bienvenue dans Manava. Du 16 au 18 janvier dernier ont eu lieu les premières assises de l'archéologie polynésienne et avec nos invités du jour, nous allons découvrir en quoi cela consiste et surtout pour quel objectif. Aujourd'hui avec moi, j'accueille Bellona Mou qui est archéologue à la direction de la culture du patrimoine, donc la DCP. Vincent Marolo qui est archéologue également à la DCP. Marc Edos qui est anthropologue et Paul Niva qui est archéologue, il fallait bien que je bute dessus. Merci d'avoir accepté notre invitation tous les quatre, ravi de vous recevoir sur ce plateau. Première question, Bellona, qu'est-ce qu'un archéologue ? Alors, c'est quelqu'un qui étudie en fait le passé d'une communauté, d'une société à travers les vestiges et les traces du passé qu'il a laissé à l'arrière. D'accord, alors question intéressante que je vais poser à Marc, parce que vous m'avez expliqué, alors je l'ai présenté comme anthropologue, mais en fait il y a une différence entre anthropologue et archéologue, selon qu'on est dans le système anglo-saxon ou français, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, nous, on a les études faites en anthropologie, ça veut dire anthropologie sociale, culturelle, linguistique, préhistoire et archéologie. C'est englobé dans les études anthropologiques, mais on spécialisé finalement, moi, c'est le cas pour moi, dans la préhistoire de la Polynésie, plutôt que la communauté contemporaine. Donc à l'origine, tu as fait les études d'anthropologue, mais tu t'es spécialisé en archéologie. Voilà, en préhistoire et archéologie. Tu as fait ça un voisin de Polynésie, tu viens d'où ? De Nouvelle-Zélande, et j'étais à l'université de Auckland, en Nouvelle-Zélande, et voilà. Et comment on arrive en Polynésie ? Parce que dans les années 80, il avait le projet de construction de le grand barrage à l'intérieur de la vallée de la Papineau. Et à l'époque, le territoire avait fait appel à les différentes équipes des archéologues. Il avait une de Paris 1, Sauban, de la France, un autre de l'ancien CPSH, Centre polynésien de sciences humaines, l'ancien DCP, quoi. Et une équipe de Hawaï, University of Manoa, et notre équipe de Nouvelle-Zélande. Et tous les quatre avaient spécialisé sur des fouilles de sauvetage pendant la construction de le barrage à Papineau. Et ensuite, tu es resté avec nous. Mais oui, hein. Ouais, la Polynésie, c'est ça. L'accueil, elle vous tient dans les bras. Oui, et le camp, c'est mieux ici. Vincent, le sol et le sous-sol du Fénois sont riches pour un archéologue ? Oui, extrêmement J'ai riche. précisé sol-sous-sol parce que je ne sais pas à quel niveau vous faites ça, donc tu vas nous l'expliquer aussi. On le fait au deux niveaux. Il y a tous les vestiges qui sont de surface. Donc ça, on peut les repérer en faisant des prospections archéologiques. Donc concrètement, c'est parcourir une parcelle bien définie et rechercher par le visuel des vestiges archéologiques. Alors ensuite, en dessous de ces vestiges, effectivement, qu'on puisse construire sur d'autres vestiges, il peut y en avoir qui sont enfouis dans le sous-sol. Ensuite, il peut y avoir d'autres endroits où les vestiges sont totalement enfouis et où il n'y a aucune trace en surface. Donc là, on va faire appel à d'autres techniques de diagnostic archéologique pour diagnostiquer une parcelle. Donc ça peut être une fouille, des sondages afin de voir si, d'échantillonner le sous-sol et de voir si on trouve des vestiges. Hasard. Vous avez des indications, vous avez des éléments ? Pas forcément, ça peut être en archéologie préventive sur une parcelle, il va y avoir une construction de fait, donc on n'a aucune trace en surface, mais il faut quand même s'assurer qu'en sous-sol, il y a des vestiges ou pas. Du coup, on va échantillonner le sol, on ne va pas ouvrir toute la parcelle, mais un certain pourcentage avec des tranchées plus ou moins larges et longues. Et en fait, voilà, rapidement, on essaie de voir s'il y a quelque chose. Et dès qu'il y a quelque chose, là, le diagnostic est positif, donc on va avoir une autre, on va en parler un petit peu méthodologie à mettre en place, c'est ça. Paul, quel type de recherche tu fais et surtout, qu'est-ce que tu cherches ? Je suis le chercheur qui ne trouve jamais. Je pense qu'on fait tous de la prospection, de la fouille préventive aussi, diagnostic, comme Vincent l'a expliqué. On fait aussi C'est-à-dire que vous allez intervenir à différents moments. Donc préventive, il va y avoir une construction. On va faire en sorte de vérifier le terrain pour rien détruire, c'est ça ? Oui. Et diagnostic, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est la phase préliminaire de la préventive. C'est le diagnostic qui va faire qu'on va faire une fouille préventive. Une fouille préventive, on la décide pas comme ça. Ça se discute en plus avec toute l'équipe. C'est quoi le matos déjà qu'on a retrouvé, tout le matériel qu'on a retrouvé pendant le diagnostic. Et ça peut durer un certain temps. Et ensuite, d'après ce matériel récolté,
on peut engager une fouille préventive ou non. Des fois, on ne fait pas. On s'arrête au diagnostic. Et est-ce que tu cherches tout le temps? C'est-à-dire que c'est de la curiosité. Il faut être curieux pour faire ce métier-là, mais j'imagine que partout où tu vas tout le temps, tu dois avoir l'œil professionnel en disant « Ah, il y a peut-être un truc sympa par là. » ou... De toute manière, je crois qu'avec Marc, on est les plus anciens dans le métier. Hein. Et on a évidemment qu'on a l'œil. Hein, et sans se passer, depuis des années, on fait ça. On sait, là, il y a quelque chose, ça, il n'y a rien, là, il n'y a presque rien. Vous avez des indicateurs externes qui vont vous donner, justement, qui vont pouvoir vous orienter. Alors, Bellona, en quoi ces premières assises sont importantes pour la culture et l'histoire du Fénois? En fait, c'est important parce que c'est la toute première fois qu'on met en place des assises de l'archéologie. L'archéologie qui est une compétence du pays. Et en fait, l'objectif de ces assises, c'était en fait de rassembler tous les acteurs locaux, comme nous qui travaillons à la DCP, puis les opérateurs indépendants, les archéologues indépendants comme Paul et Marc, et ensuite les universitaires, ceux de nos confrères de Nouvelle-Calédonie, et ensuite les représentants de l'Assemblée qui ont des commissions culture. Et en fait, c'était justement pour se réunir et débattre de notre discipline, hein, et d'évaluer notre discipline, les points forts, les points faibles, ce qui a amélioré. Et ensuite, toutes ces réflexions-là, on essaiera en fait de les concrétiser dans un livre blanc. Alors un livre blanc, on explique, ça permet de faire une conclusion et Oui. ensuite de faire des propositions. De faire des propositions à notre gouvernement, hein, pour le futur de notre discipline, de l'archéologie, et de la structurer, de la légiférer et la développer pour les générations futures. Quel type d'encadrement vous avez actuellement? On a le Code du patrimoine qui régit la protection des sites classés. Donc ça, c'est, on va dire, État français. Non, c'est notre Code du patrimoine local. Ah, très bien, Oui. voilà. Oui, depuis 2015, il a été instauré en novembre 2015. Donc, on s'appuie sur ce Code du patrimoine qui comporte en fait 6 livres. Pour l'instant, on n'en a que 2. Donc, on a déjà le livre sur les biens classés. Et ensuite, si je ne me trompe pas, c'est dans les tuyaux. En fait, c'est le livre sur l'archéologie préventive. Donc, vous êtes en train de mettre en place pas mal de choses pour l'avenir et pour les générations à venir, justement, pour protéger notre on va dire, notre patrimoine en Polynésie, quoi. Oui, il faut qu'il y ait une prise de conscience politique, mais aussi une prise de conscience citoyenne. Hein, on travaille tous ensemble, hein, pour protéger le patrimoine. Le patrimoine, ce n'est pas seulement la culture immatérielle comme la danse, les oreros, mais c'est aussi le patrimoine matériel, tel que les marais. Il faut comprendre le passé pour comprendre le présent et l'avenir. Mm-hmm. Marc, quel type de travaux tu mènes actuellement? Tu travailles sur quoi? Bonne question. Pas mal de sujets. Je suis revenu de Takoumé. Il avait justement une étude qui doit être faite là-bas sur un marail qui est assez important pour une population voyageur, guerrière, ça s'appelle le Tapuhoe. À la demande de l'ancienne mère Tavivi Ford, qui est passionnée par le patrimoine. Oui, voilà, donc tu es sollicité par quelqu'un qui te dit... oui, au travers de le service. Voilà. Lui fait des demandes et le service ensuite nous envoie sur place. Sinon, comme Paul, on fait beaucoup de restaurations de marais, surtout à Huahine et Tahiti-Morin. Alors voilà, c'est les choses que je fais pour la plupart du temps. C'est vrai, c'est le marais. Je fais le marais depuis 35 ans. Enfin bref, marais. Et je ne suis pas encore few. C'est bon. Mais ça, de toute façon, il n'y aura pas de... Comme tu disais tout à l'heure, vous allez chercher tout le temps. Les plus anciens vestiges retrouvés en Polynésie datent de quand? Bonne question. Alors, encore pour Je moi. me pose que des bonnes questions aujourd'hui. Je crois que je laisse ça avec Vincent. Allez, Vincent. En fait, la première étude, le premier inventaire qu'on peut qualifier d'archéologique, c'est dans les années 20. C'est Kenneth Emory du Bishop Museum, une expédition qui avait été faite. Lui, il est passé dans pas mal d'îles et il a inventorié en fait ce qu'il voyait. Donc, ça reste un travail très important parce qu'on a beaucoup d'informations sur des sites qui sont totalement détruits aujourd'hui. Oui, parce qu'à l'époque, Parfois, les sites étaient actifs, on va dire, étaient toujours présents. Déjà abandonnés depuis un siècle, mais encore visibles. D'accord. Plus que maintenant, ça c'est sûr. Il y avait beaucoup moins de constructions sur les littoraux, sur ce genre-là. Ensuite,
les premières fouilles vraiment archéologiques, c'est les années 50. Voilà. Mais c'est à partir de là qu'on va avoir une multiplication de la connaissance en fait, du patrimoine archéologique et ethnologique aussi. Et vous avez pu dater les vestiges? Les plus anciens vestiges, alors ça c'est assez compliqué parce qu'il y a eu beaucoup de datations qui ont été faites par le passé, mais les méthodes de datation, notamment carbone 14 ou uranium thorium, étaient fiables, mais elles ont encore plus été développées aujourd'hui et surtout on calque des modèles climatiques aussi dessus qui permettent de calibrer ces dates, donc on arrive à des dates qui sont beaucoup plus récentes que ce qu'on avait affirmé par le passé. Voilà, c'est... Parce que les gens pensaient toujours au 5e siècle. C'est ça, c'est à partir de 800-900 que commence à y avoir des installations pérennes, en tout cas dans les îles de Polynésie, Polynésie d'actuelle, Ce qui est Polynésie intéressant, française. c'est justement de voir que vous êtes toujours très prudent pour donner une date, parce que c'est un travail de longue haleine et ça demande beaucoup de choses, donc on voit qu'il y a une vraie complexité. Pour venir à la question justement du plus ancien, du plus ancien, hein. Il faut voir deux composantes. La composante tradition orale, qui dit que c'est Vaillaraï le plus ancien. Hein. Donc, si d'après la tradition orale, ça, hein, bon, on a daté, on a retrouvé des ossements au-dessous. C'est pas si vieux que ça, quoi, hein. Donc, ça, c'est la composante tradition orale. Mais je pense que pour les marais, hein, actuellement, on pense qu'ils apparaissent vers le 16e siècle, 15e, 16e siècle. Et que les marais sont construits en Polynésie. Hein. Je veux dire, des grands marais. Des grands marais. Déjà présents. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des marais plus anciens, parce qu'on ne tombe pas encore sur les échantillons, les bons échantillons, on peut dater. Hein. C'est toute la difficulté justement qu'on retrouve dans notre travail, c'est de tomber sur les bons échantillons. Alors justement, dans cet esprit-là, Bellona, de quels moyens disposez-vous? Humains, matériels et financiers. Alors, moyens humains, très peu, puisque nous ne sommes que 3 oui, c'est ce que archéologues. j'ai même relu une deuxième fois en me disant non, attends, il doit y avoir un... Non, les chiffres sont là. Nous sommes 3 archéologues à la direction de la culture et du patrimoine, donc 2 titulaires et 1 CDD. Et donc, c'est pour ça que nous faisons beaucoup appel aux opérateurs indépendants comme Marc et Paul, parce qu'on a besoin de personnes pour aller sur le terrain. On y va aussi, mais on n'a pas cette largesse d'opérations qu'ils ont. Donc, comment on peut traiter un pays large comme l'Europe en étant 5 ou 6? Ça va être compliqué là. J'imagine que les assises ont aussi servi à ça pour mettre les choses sur la table et dire bon, donnez-nous les moyens. Voilà, c'est ça. Tout le monde a été un peu choqué de voir qu'on n'était que 3. Mais voilà, on fait notre métier parce qu'on est motivé, qu'on aime, qu'on est passionné. Et on essaie d'y remédier avec nos propres moyens. Mais... Parce qu'on peut. Ces assises peuvent mener à déclencher des vocations. J'espère, oui. Des jeunes qui voudraient une formation. Et comment est-ce qu'ils pourraient faire? Déjà, étudier l'histoire et passer le bac. Et ensuite, poursuivre sa formation en France ou en Nouvelle-Zélande ou dans le Pacifique. Malheureusement, il n'y a pas de filière d'archéologie ici à l'Université de la Polynésie française. Donc, on est vraiment obligé de s'exporter. Donc, un jeune homme doit partir, on va dire, en France. Enfin, un jeune homme, une personne, jeune fille motivée. C'est combien d'années? C'est bac plus 5 au moins. Voilà. Mais le territoire offre des bourses majorées, donc une petite aide quand même au niveau du logement. Et, donc là, le territoire veut donner un coup de main pour que des jeunes gens aillent étudier et reviennent travailler sur les sites en Polynésie. Oui, c'est ça. Après, c'était aussi le but des assises, justement, de mettre ça en exergue, qu'il y a besoin de créer en fait une filière de formation locale pour l'archéologie. Alors, bien sûr, on ne peut pas créer une filière archéo à l'université parce qu'il n'y aurait pas assez de monde et il n'y aurait pas assez de débouchés à la fin. Alors, ça aussi, ça peut évoluer parce que les assises proposent beaucoup de choses, notamment de mettre une archéologie préventive en place en Polynésie. Donc, ça veut dire que là, il y aura du besoin en archéologues. Donc, il faut vraiment... Alors, il y a plusieurs moyens. Ça peut être des cours virtuels, mais ça va être des choses on va réfléchir et qui feront partie du livre blanc, en tout cas. De toute façon, les assises ont été demandées par le gouvernement. Voilà. Oui. Donc, c'est qu'il y a ils ont identifié qu'on avait une certaine carence ou en tout cas, on avait besoin de plus de moyens. C'est ça. Donc, on va avancer, c'est une bonne chose. Voilà. Est-ce que des sensibilisations sont faites au sein des écoles aussi, par exemple, pour expliquer aux plus jeunes l'intérêt, l'histoire et peut-être les bons réflexes? Je dis n'importe quoi. On trouve quelque chose dans le jardin, dans le fapou du papy. Et puis, comment est-ce qu'on fait, Paul? Eh bien,
Ça, c'est la question que on se pose. Comment essayer de faire intégrer ça à l'intérieur des enfants ou de n'importe qui. Ben, juste ce matin, quelqu'un qui m'a posé la question, j'ai vu un marais, comment je fais? Donc, pour nous, il ne faut pas trop toucher. Hein. Pour nous, il faut pas qu'il touche. Bon, il m'a dit il veut aller couper les arbres. D'accord, mais... Ça veut dire que c'est sur son terrain? Voilà, c'est sur Ok, son il y a un terrain. marais sur son terrain. Voilà. Alors, il appelle qui? Il appelle d'abord la direction de la culture et du patrimoine tout d'abord, pour qu'on puisse en fait s'y rendre, hein, si c'est sur Tahiti ou Moorea. Donc c'est nous, les archéologues de la DCP, qui irons sur place. Mais c'est vrai que quand, à la faveur des prestations que Paul ou Marc font, ils sont souvent sollicités sur le terrain même, hein, pour aller voir chez les personnes. Et parce que de tel ou j'imagine, tel- vous allez chez quelqu'un, le voisin d'à côté va vous dire j'ai vu un truc aussi chez moi et ça doit être aussi un peu Oui, c'est bouche à ça. oreille, ce genre de choses. C'est Oui, ça. Parce c'est que ça. les gens ne savent pas nécessairement Ouais. si c'est un papa d'un une maison d'habitat Oui. ancienne ou c'est un marais. La plupart du temps, les gens voient des structures en pierre et disent un marais, t'es là. Mais T'es un peu loin de ton micro, Marc. Il faut que tu te rapproches du micro. Ouais. nous, on va sur le terrain pour constater Ouais, et puis vous allez les leur gens dire. pour mieux identifier c'est quoi exactement C'est ça. et le nombre de structures, si c'est intéressant, comme Vincent avait dit. Comme ça, on proposait peut-être une prospection plus approfondie dans cet endroit. Donc en clair, on appelle la DCP. Si on a un Ouais. doute, on touche pas. C'est ça. On touche à rien, on appelle la DCP et vous allez pouvoir donner quelques conseils à la personne. Oui. On est sur un terrain privé. Si je fais des travaux et que je détériore quelque chose, mais en clair, je l'ai pas vu parce que c'est sous le sol. Est-ce que je risque? Alors là, je l'ai pas fait exprès, évidemment. Mais quels sont les risques ou comment est-ce que ça fonctionne? Alors, actuellement, c'est quelque chose qui a été avancé aussi pendant les assises. Il y a un gros manque au niveau de la réglementation, en fait. Tous les sites qui ne sont pas classés, qui sont sur des terrains privés, ils ne sont pas protégés. Donc, la personne qui... Ouais, je mets un coup de pelleteuse, je touche des choses, j'arrache tout. Tant pis pour l'histoire, quoi, en clair, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc, c'est un gros problème. Coupe l'émission. Il y a... Ouais. Ah mais moi je peux poser les questions que je veux, hein. ouais. Mais c'est aussi simple que ça. Ben, Donc, ouais, ouais. c'est ça. Donc c'est peut-être c'est la raison pour laquelle vous faites les préventions sur les gros chantiers et En qu'il y a fait, cette législation. Voilà, alors. c'est que pour l'instant aussi, il y a des gens qui jouent le jeu, en fait. Oui. Qui veulent protéger le patrimoine, qui veulent ne pas le détruire. Et ça en compte énormément là-dessus. Et c'est le principal d'appeler la DCP. Donc, c'est pas pour chercher à récupérer le terrain par derrière. Ça va vraiment être pour inventorier la structure. Alors, si on peut pas s'y rendre, on va demander à la personne de prendre des photos, de nous les envoyer pour voir. Et si vraiment c'est quelque chose d'intéressant, là, oui, on peut nous-mêmes se déplacer, mandater un prestataire pour y aller, mais derrière, même si c'est une structure exceptionnelle qui mérite un classement, même un classement ne veut pas dire une expropriation des propriétaires ou une spoliation de quoi que ce soit. Le C'est la classement, crainte, c'est en vraiment... fait. En clair, c'est ça. Est-ce qu'on dit ou on ne dit pas parce qu'on a peur d'être exproprié C'est ça. ou ce genre de choses? Je sais que ça arrive aussi parfois, mais voilà. Oui, donc quand on classe un site, hein, le propriétaire reste propriétaire de sa terre. Hein. Le territoire n'est pas là pour lui prendre C'est bien, sa... au Au Oui, oui. contraire, le territoire peut financer Voilà. la restauration, l'aménagement, la mise en valeur d'un site classé. Et pour, Alors, pour- oui, vas-y. pour revenir à ce que tu disais, si tu cassais quelque chose sur ta terre privée, il y a quand même le code de l'aménagement. C'est vrai qu'on dépend du code du patrimoine, mais il y a le code de l'aménagement. Il y a un article du code de l'aménagement qui stipule qu'en cas de découverte fortuite ou bien de travaux et que tu découvres quelque chose pendant les travaux, la personne doit obligatoirement contacter la DCP pour que justement on puisse prendre des mesures Oui, conservatoires. donc il y a déjà une législation en place et on peut éviter de faire n'importe quoi. Ouais. Dans un autre style, et là beaucoup moins drôle, si quelqu'un s'amuse à faire l'imbécile sur un marais et détruit, qu'est-ce qu'il risque? Et détruit des pièces en Il place. va en prison. C'est déjà arrivé pour le marais de Nu'uroa. Ouais, en 2015. Alors, expliquez en clair, le risque c'est quoi? Amende, prison? Oui, C'est prison. Le mec, il est parti Amende, pour 5 ans en prison. Catégorie 5, Parce les qu'il fait amendes. exprès de démanteler une architecture ancienne. Donc voilà, moi c'est clair, c'est bien de le dire et de le rappeler. On n'y touche pas, bon, ça ne viendrait pas l'idée, mais j'ai vu qu'il y avait, alors j'ai noté 5121 sites répertoriés Mhm. pour 200 protégés par le Code du patrimoine. Vous avez Mhm. encore
Beaucoup de travail. Beaucoup de travail devant vous. Oh oui, Oui. oui. Parce qu'on n'a pas fini de faire les prospections de toutes les îles de la Polynésie française. Un inventaire n'est jamais exhaustif. Non. Donc, chaque année, on a des nouvelles découvertes, même si elles... En fait, c'est pas seulement que des marais dans les 5121 sites. C'est aussi des petites structures, des structures d'habitat, des petits pépins, des alignements de pierres. En fait, tout ça sont des vestiges pour nous. C'est pas juste les grandes structures que l'on voit, comme les marais. Est-ce qu'il y a une course qui est entamée entre urbanisation et protection, Vincent? Quand j'ai une course, elle est déjà bien lancée même. Oui, elle est déjà bien lancée et pour l'instant, elle est bien gagnée par l'urbanisation parce qu'il y a eu beaucoup de destruction de structures archéologiques, de vestiges archéologiques qui, en plus, étaient classés. Donc parfois, c'est même le pays, les communes qui a été responsable de ça ou des particuliers. D'où Donc, l'utilité des assises. C'est ça, en fait. Il faudrait pas voir ça comme une course, comme une compétition. Je pense que le développement urbain, économique et social doit se faire, mais pas au détriment d'une acculturation ou de la perte de tous ces vestiges-là. Je pense que voilà, il faut encore une fois, il faut faire des concessions. Et l'archéologie préventive qu'on souhaite mettre en place, c'est là aussi pour ça. Le but de l'archéologie préventive, c'est de documenter pour destruction, pour laisser la place à de nouvelles constructions. Voilà, c'est juste pour documenter. Alors évidemment, si on trouve un site qui est exceptionnel, on va obliger un classement, une restauration et une mise en valeur. Voilà. Alors, il faut dire que c'est pas propre à la Polynésie. Tous les pays au monde où il y a les constructions, développement, urbanisation sont confrontés à ce genre de choses. Et on va prendre des pays riches historiquement, on va prendre l'Europe, on va dire. J'imagine que dès qu'il y a un terrain, il y a voilà, ce genre de choses. Et Paul, qu'est-ce qui reste à découvrir en Polynésie? Quelle est je ne sais pas si ça s'appelle une licorne dans votre domaine, mais qu'est-ce qu'on a envie de découvrir? Ce qu'on a envie de découvrir ici, par exemple, à Tahiti, pour moi, Tahiti, c'est le plus important parce qu'il y a l'urbanisation, justement. Et donc, il nous reste encore quand même quelques dates à avoir sur Tahiti. Les marquises, ça va, on est quand même un peu mieux renseigné sur les marquises. Mais dans les îles, la société, il faudrait commencer à mettre en place parce que tout disparaît, tout continue. Et c'est urgent ce qui se passe sur Tahiti. Et donc, je pense qu'une archéologie préventive sur toutes les constructions, je sais très bien, c'est utopique. Mais une archéologie préventive ici, ce serait parfait pour retrouver des sous-sols archéologiques au-dessous, sous le sol. Hein. Et c'est ça qu'il faudrait qu'on fasse urgemment pour moi ici à Tahiti et Moorea, tous ces sites. J'imagine aussi la topographie des différents archipels doit freiner les recherches. Ça doit être compliqué aussi aux Marquises, aux Australes, dans les vallées. Marc, c'est assez... Oui, c'est ça. C'est un problème depuis des années 20, en fait. Même Moorea avait constaté que le développement urbain touche beaucoup de sites archéologiques. Comme Paul avait dit, et Vincent, il faut faire des sondages à le préalable d'une construction si c'est possible. Parce que une chose qui est claire, c'est que presque tous les vestiges, on parle des îles de société, mais presque tous les vestiges anciens est complètement disparu. Complètement. Tu penses que peut-être il avait 150 000 personnes aux îles de société à l'arrivée de Bougainville. Chaque Opufeti famille avait au moins 2 ou 3 ti'i. Mais la collection de ti'i de les îles de la société compte pas plus que 20 objets en bois. Oui, donc on imagine tout ce qui a pu être détruit pour faire clair. Mais voilà, alors la seule chose qui reste aujourd'hui en nombre significatif, c'est la structure archéologique. Bellona, à l'issue de ces assises, des décisions, des recommandations vont être soumises. Donc c'est le but du livre blanc. Allez, on va dire 2-3 grandes lignes. 2-3 grandes lignes, ça va être déjà, recruter des archéologues. Fais passer le message, vas-y. Oui, voilà, il faut renforcer notre équipe, et que ce soit dans la fonction publique ou que ce soit des archéologues indépendants, il faut qu'on en recrute. Et ensuite, 2, c'est de mettre en place l'archéologie préventive. On en revient toujours au même thème. Si c'est la première chose à faire, c'est normal de revenir dessus. Les archéologues ne sont pas là non plus pour contrarier tous les projets d'aménagement. Justement, on veut travailler en harmonie avec eux pour qu'on puisse justement intervenir en amont de leur projet
pour que justement ils n'aient pas de soucis C'est louable, le c'est jour où ils vont commencer à faire les premiers coups de pelleteuse. Et encore un ou deux autres sujets. Oui, après, il y a tout ce qui est voilà, formation professionnelle et formation initiale et formation continue, on va dire, des archéologues. Comme je disais tout à l'heure, bah, alors c'est pas structuré, c'est créer une filière locale de formation, même s'il y a déjà des passerelles, voilà, comme disait Bellona tout à l'heure. Sur, on va dire, C'est ça aussi, l'archéologie c'est polynésienne. varier les spécialisations en archéologie, parce qu'on est tous là, qui sommes ici un peu, on va dire, archéologues généralistes, entre guillemets. Mm. Mais il y a des archéologues spécialisés dans le funéraire, en archéologie préventive aussi. Donc voilà, c'est des méthodes qui vont être un peu différentes. Et ça, il faut mettre ça aussi, ça va dans la formation et tout ça. On attend le livre blanc avec impatience et on le Nous lira aussi. aussi avec intérêt parce qu'il y a plein de belles choses qui se préparent. Et puis, merci pour le travail que vous faites tous les jours. Merci d'avoir répondu à mes questions. Vous pourrez retrouver cette émission en replay sur le site de TNTV, à suivre le VA. Nous, on se retrouve demain à 17h15. Bonne soirée sur TNTV.